Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur cet épisode avec Eugénie Cotreau. Avant de commencer cet épisode et de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques petites mises en garde à te faire. La première, c'est que, désolé, on ne parlera pas d'adaptation de la selle, on parlera développement d'entreprise, gestion d'entreprise dans cet épisode, parce que je trouvais ça très très intéressant d'avoir le retour sur l'expérience d'Eugénie en tant qu'entrepreneur individuel et en tant que gérante d'ergonomie équestre. Si tu souhaites entendre parler de l'ergonomie de la selle, je te conseille d'aller écouter le podcast qu'elle a enregistré avec le journal d'Iggy. Tu y retrouveras tout ce que tu dois savoir sur l'ergonomie de la selle. Le deuxième disclaimer, c'est que cet enregistrement a été long et très très riche. Du coup, j'ai décidé de couper cet épisode en 2 épisodes. Tu écoutes aujourd'hui la première partie, où on va parler de l'entreprise individuelle, donc de la manière de gérer une entreprise individuelle et du métier de saddle fitter. Dans une deuxième partie, on parlera de la manière de gérer une entreprise avec plus de personnes qu'une seule personne, donc avec des salariés, comment on construit un réseau, etc. C'est fini pour cette petite introduction, je te laisse maintenant plonger dans le vif du sujet avec Eugénie et le métier de saddle fitter. Bonjour à toutes qui écoutez cet épisode de podcast, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Eugénie Cotreau. Eugénie, tu m'as énormément inspirée, je t'ai découvert il y a 8 ans quand je cherchais une selle pour Whisper et depuis ton parcours m'a énormément inspirée. Donc je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Salut Audrey. Écoute, déjà merci de ton invitation pour ce podcast. Je suis très contente déjà d'avoir pu t'aider pour ton cheval. Et puis, je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à se dire en effet. Parce que moi, j'ai envie d'orienter aujourd'hui cet épisode sur ton parcours, sur comment est-ce qu'on passe d'une jeune femme qui écrit des articles de blog à une jeune femme, parce que tu es toujours une jeune femme, Oh, merci. qui est à la tête d'une entreprise florissante et qui a comme valeur centrale le bien-être équin et le bien-être humain. Donc aujourd'hui, désolée d'en décevoir certaines, mais vous allez aller voir le blog d'Eugénie. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas d'adaptation de la selle, on parlera plutôt d'inspiration au travers de ton parcours. Ouais, ça marche. C'est vrai que maintenant, je pense qu'il y a assez de ressources sur la technique du saddle fitting et ce genre de trucs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur mon blog ou sur même les sites d'autres personnes. Par contre, effectivement, je trouve que il y a dans le sujet que tu proposes là, il y a plein de choses intéressantes. C'est déjà comment est-ce qu'on fait de sa passion un métier et ensuite comment est-ce qu'on va faire pour en vivre? Parce qu'en fait, je vais t'expliquer tout ça, je vais te raconter l'histoire, mais c'est riche en rebondissements. Et puis, il y a des moments où j'ai dû avoir le cœur bien accroché, quoi. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors du coup, est-ce que tu peux commencer par justement nous faire un petit résumé de ton parcours entre l'achat de ton cheval et la création de formations pour des particuliers que tu as lancé il n'y a pas longtemps? Par quoi tu es passé en résumé? Waouh, ça va être un peu long. Alors, en fait, je pense qu'il faut peut-être même remonter un peu avant, tu vois. Comme beaucoup de personnes, donc moi, je suis née en 1986. Donc aujourd'hui, j'ai 36 ans. Et comme beaucoup de personnes, je ne suis pas issue d'une famille de cavaliers. Mon père adorait les chevaux, mais pouvait pas. Enfin, vient d'une génération à laquelle on montait pas à cheval, sauf si on habitait soit au fin fond de la campagne, soit on avait beaucoup d'argent. Et lui, c'était ni l'un ni l'autre. Donc, je viens pas d'une famille de cavaliers. J'ai monté en centre équestre quand j'étais gamine et ado. Et une vraie passionnée, tu vois, à passer des heures et des heures à dessiner des poneys dans mes cahiers à la place de faire mes devoirs et tout. Mais j'ai été éduquée avec cette idée que tu peux pas bosser dans le milieu du cheval, c'est trop compliqué, ou alors il faut que tu fasses veto. Mais en gros, soit c'est veto, soit ça trouve un métier où tu pourras gagner de l'argent et garde-en, garde ta pratique équestre comme loisir. Et donc du coup, tu vois, j'étais pas hyper motivée, donc le seul truc qui me faisait un peu kiffer à l'école, c'était la littérature, donc j'ai fait des études littéraires.
mais vraiment en sachant absolument pas quoi faire de ma life, quoi. Et donc, j'allais là où j'avais des facilités et des appétences, mais sans vraiment y croire. J'ai fait un master de lettres et j'ai aussi un master en management et administration d'entreprise. C'est l'équivalent universitaire d'un diplôme d'école de commerce. J'ai fait ça parce qu'en fait, sortie d'études de lettres, la seule chose qu'on te propose, c'est d'être prof. Et le jour où j'ai voulu passer mon CAPES, j'habitais à côté du rectorat et il y avait une manif d'enseignants devant le rectorat. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est un signe, je vais pas faire ça, tu vois. Genre, j'ai préféré aller monter à cheval plutôt que d'aller passer mes examens. Et donc, du coup, je suis pas devenue prof. Et puis, j'ai fait ça. En gros, j'ai cherché à adapter mon profil de littéraire au milieu de l'entreprise. Et puis, j'ai trouvé des opportunités dans le marketing, dans la gestion de projet, enfin, des trucs où, en gros, il fallait pas être trop scientifique ou ni trop financière. Mais tu vois, vraiment sans conviction. Et puis, je me faisais vraiment chier au travail. Et en fait, je passais mon temps. À l'époque, c'était les années 2008-2012 par là. L'époque, Facebook commençait tout juste, mais il y avait la grande époque des blogs et des forums. La grande époque des skyblogs. Ah ouais. Alors moi, j'ai jamais eu de Skyblog, mais par contre, j'étais hyper active sur pas mal de forums, donc qui sont tombés en désuétude aujourd'hui, mais c'était vraiment sympa. Enfin, c'était des lieux d'échange, de découverte, de partage, et j'aimais bien en fait ce côté. Je trouvais ça hyper stimulant d'avoir des gens qui se rassemblaient pour parler cheval, quelles que soient leurs origines et tout. Et puis à l'époque, je pense que le phénomène des trolls et des haters était quand même beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, donc il y avait plus de fluidité, plus de bienveillance dans les échanges. Et puis, en parallèle de ça, j'ai décidé d'acheter mon cheval avec mon tout premier salaire. Genre, j'ai signé mon contrat. Un mois plus tard, j'ai reçu mon salaire. Un mois plus tard, j'avais acheté mon poney, en l'occurrence. Même si je l'avais déjà repéré avant. En fait, je m'étais dit, si le jour où j'ai fini mes études et j'ai signé mon premier contrat, il est encore là, c'est qu'il était pour moi. Donc, il m'a attendu un an, bien sagement. Et puis, je sais pas trop t'expliquer comment ou pourquoi, mais l'objet vraiment sel m'a toujours fascinée. Tu vois, quand on était gamine, on recevait les catalogues Horsewood, je sais pas si tu te rappelles. Mm. Et puis j'étais, genre la page où il y avait toutes les selles, je me rappelle, ils distribuaient la marque Forestier à l'époque. Et la page où il y avait toutes les selles Forestier, elle m'obsédait. Et tu vois, je regardais les trucs, et puis j'étais là, genre, ouais, je trouve ça hyper intriguant et intéressant comme objet et tout. Mais j'y connaissais rien, tu vois. Et puis, en plus, je suis pas du tout manuelle, donc aller faire une formation de sellerie, ça me parlait pas du tout, tu vois. Genre, je pense que je me serais défoncé les doigts avec les aiguilles, c'est tout ce que j'aurais réussi à faire. Ou pire, me trancher un doigt, même. Et donc, du coup, en fait, moi, j'avais déjà une selle que mes parents m'avaient offerte parce que j'étais dans un club hippique où on avait le droit d'utiliser sa selle perso, parce que les selles de club, elles étaient vraiment défoncées. Et donc, j'avais ma selle à moi, et puis, en fait, je me suis dit, ce serait cool que je puisse faire en sorte qu'elle aille à mon poney, parce que je commençais à me dire, il y a des trucs un peu chelous quand même, genre la selle qui va à tous les chevaux, moi j'y crois pas, tu vois, j'ai acheté un Welsh Cob, c'est quand même un Shetland géant, donc je vois pas comment une selle de pur sang ça peut lui aller, c'est pas possible. Et puis donc du coup je suis allée dans des salons. À l'époque j'habitais à Lyon, donc je suis allée notamment à Équitalion. Et je suis allée voir les grands selliers français. J'avais un pote qui était très proche d'une certaine marque et donc qui m'avait présenté les commerciaux, le directeur, machin et tout. Et puis vraiment, clairement, j'avais cette sensation qu'ils cherchaient à me vendre la selle. J'étais pas forcément contre, mais du coup, je leur ai dit, mais voilà, je leur montre une photo en disant, ça, c'est pas mon poney, parce qu'il avait un an, et du coup, c'était pas pertinent de montrer une photo de lui, mais une photo des parents, voilà, ce à quoi il peut ressembler plus tard et tout. Et puis, ils m'ont dit, non, mais vous en faites pas avec ça, nos selles, elles vont à 90% des chevaux et tout. Et j'étais là, non, pas la bonne réponse, désolé. Je veux bien ne rien y connaître, mais je suis quand même pas con, donc... Donc je vais passer au stand suivant. Et le stand suivant, même réponse. Et le stand encore d'après, même réponse. Et là, je me suis dit, OK, c'est donc un problème structurel. Et grâce aux nombreuses heures que j'avais à tuer sur Internet et les réseaux sociaux et les forums et tout ça, j'ai commencé à entendre parler de saddle fitting. Et j'ai un avantage que n'ont pas beaucoup de Français, proportionnellement, qui est que je parle parfaitement anglais. Enfin, parfaitement. Moi, je peux regarder Netflix sans les sous-titres et me faire comprendre même après 3 pintes. Surtout après 3 pintes, d'ailleurs. Ça marche toujours mieux comme ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à traduire des articles. Parce que je me suis dit, il n'y a aucune raison que je sois la seule Française à me poser ce genre de questions. Tu vois.
Donc, j'ai commencé à traduire des articles. D'abord, je les postais un peu sur des forums et tout, puis je voyais que ça prenait bien, que les gens étaient vraiment intéressés. Et puis j'étais connue même sur certains forums parce que j'écrivais des chroniques de mes expériences équestres, genre quand j'ai été en stage à l'ENE en 2007 ou qu'en 2008, je suis allée bosser un été en Irlande dans une ferme équestre et où je racontais comment ça s'était passé là-bas. C'était très folklorique. Et donc, du coup, voilà, je savais que les gens aimaient bien me lire et donc je me suis dit, je vais faire une plateforme dédiée, je vais faire un blog. Oui, puis en Pareil, plus, c'était la grande époque des blogs, tu vois, c'était vraiment hyper à la mode de faire ça. Et ça a pris un tournant que il n'y avait aucune planification, il n'y avait pas du tout d'arrière-pensée. Moi, j'étais juste en mode, je vais partager. Je vais partager. Et puis là, j'ai commencé à recevoir des mails, des témoignages, des commentaires, des machins, des trucs, des bidules. Et ça a explosé et j'ai rien compris à ce qui s'est passé. que toi, ton but était de traduire, enfin oui, de rendre la connaissance accessible à des Ouais, francophones qui parlaient pas anglais, quoi. c'était uniquement le partage. C'était uniquement le partage et j'ai rien compris. Ça a littéralement explosé. Et j'ai commencé surtout à recevoir des témoignages de la part de personnes qui me disaient, écoute, les conseils des articles que tu as traduits ou que tu as pu écrire, je les ai mis en application et mon cheval, il était rétif et maintenant il est plus rétif. Ou mon cheval, il avait mal au dos et maintenant il a plus mal au dos. Et je me suis dit, mais waouh, enfin, j'y connais rien en soi, enfin, j'y connais peut-être un peu plus parce que maintenant j'ai engrangé des connaissances, mais j'ai pas de mise en application pratique. Et À même en l'époque, faisant c'était ça, juste de la théorie, quoi. Que tu mais traduisais de la complet, théorie, quoi. mais complet. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout formée, j'y connaissais que dalle, quoi. Et j'ai vraiment commencé, enfin, je me rappelle d'une nana, une fille qui s'appelait Hélène et qui avait un poney Connemara qui habitait en Bourgogne. C'est dire à quel point ça m'a marqué, tu vois. Et qui me disait, mon poney, il est planté raide, il saute plus une barre. Et elle me dit, je suis tombée sur ton blog, j'ai regardé la selle, je me suis rendu compte de deux, trois trucs, j'ai changé et là, mon poney, il va bien et il ressaute. Tu vois, enfin, c'était il y a plus de Mm. 10 ans, cette histoire, et je m'en rappelle comme si c'était hier. Parce que cette fille, elle terminait son mail en me disant, écoute, je ne sais pas comment te remercier, mais je pense par contre que tu as vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et puis, euh, et puis pour moi, j'ai pris ça comme une invitation. C'est-à-dire que concrètement, je n'étais pas heureuse dans ma vie professionnelle. J'ai quand même fait mon premier burn-out à, quel âge j'avais? 23 ou 24 ans, tu vois. Ça a été une espèce de burn-out éclair, mais j'ai passé 2 semaines au fond du seau, à dormir, à rien pouvoir faire. J'avais un zona qui me couvrait toute la tronche, enfin, c'était horrible. Et je me suis dit, mais en fait, je veux pas, enfin, je vais pas continuer comme ça, c'est pas possible. Je me levais pas le matin, enfin, tu vois. Oui, à 23 ans, c'est pas normal. Enfin, Non, c'est un peu tôt. c'est un peu tôt pour faire la crise de la cinquantaine, quoi. C'est ça. Mais j'étais complètement pas à ma place. Enfin, si tu veux, dans ce que je faisais, rien n'avait de sens, sauf quand j'étais soit en train de partager des connaissances au sujet en l'occurrence du saddle fitting, mais ça aurait pu en fait être n'importe quel autre sujet. C'est juste que je sais pas pourquoi ce truc-là m'a toujours appelé. Enfin, si, maintenant je pense que je sais pourquoi et j'ai travaillé un peu là-dessus, mais à l'époque, j'en avais pas la moindre idée, tu vois. Donc, soit ma vie avait du sens comme ça, soit ma vie avait du sens quand j'étais avec mon cheval. Mais sinon, dans le reste de ma life, j'étais paumée, j'étais malheureuse, enfin, parce que je m'en rendais pas vraiment compte, tu vois. Bah, Et c'est le côté, c'est normal, tout le monde est comme ça, non? Enfin, ouais, puis c'est le côté, enfin, je sais pas, tu vois, t'as 23 ans, tu sors d'études, en fait, on t'a doté d'un hyper haut niveau de compétences parce que j'ai 2 masters et un DU. Mais si tu veux, moi, je suis enfin, à la base, j'étais quelqu'un de très scolaire, pas très pratique, tu vois, toujours un peu paumé dans mes bouquins, dans le monde des idées, dans le machin, mais à part quand je montais à cheval, j'étais pas très incarnée, tu vois. Et j'avais très, très peu de connaissances pratiques. Genre, tu vois, mais c'est des trucs débiles, mais faire du bricolage ou faire à manger, à l'époque, ça me passait au-dessus, tu vois. Et donc, du coup, voilà, je me retrouve avec un truc qui me passionne, pour lequel je compte pas mes heures, avec un petit cheval dont l'heure du débourrage approche vraiment. En 2011, il avait 3 ans. Et, euh, et de plus en plus de témoignages, surtout début 2012, où là, ça a réellement explosé. Et puis, il y a eu plusieurs événements qui ont tous concouru dans le même sens, mais en gros, j'enchaînais les expériences professionnelles et ça durait de moins en moins longtemps et j'étais de moins en moins bien payée et je me faisais de plus en plus chier. J'avais mon cheval qui était en âge d'être monté. Je venais de rencontrer un nouveau mec qui m'avait fait déménager de la grande ville parce que j'habitais Lyon à Valence, qui était une beaucoup plus petite ville. Et donc, j'étais déjà dans un environnement un peu plus campagne et tout. Puis ce mec, il avait vraiment une stabilité professionnelle parce qu'il était
à l'Éducation nationale, il était prof, il l'est toujours, je pense. Mais donc, du coup, voilà, je me retrouve avec 2 ans de droit au chômage devant moi, un mec qui peut garantir une stabilité financière et donc une prise de risque minime en termes de juste assurer ma subsistance, et qui me pousse, surtout, qui voit que je suis complètement malheureuse et que ça va pas du tout, et qui me pousse et qui me dit, écoute, fais quelque chose. Là, tu as toutes les conditions matérielles qui sont réunies. Pile sur ces entrefaites-là, je reçois un mail de la part d'un saddle fitter anglais installé en France, qui était installé depuis 6 ou 7 ans, qui avait cramé toutes ses économies, qui n'était pas connu, qui n'arrivait pas à se faire connaître, qui était en train de végéter au fin fond de nulle part et qui comprenait rien à l'environnement français. Donc, on a passé un deal. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis très forte en communication et je peux te faire connaître, je peux augmenter ta notoriété et tout. Et en échange, je veux découvrir le saddle fitting et tu me formes. C'est bon échange de Tu me procédés sur le formes papier. moi, moi, je te fais connaître et je t'apporte des clients et tout. Et c'est ce qui s'est passé. On a travaillé 2-3 ans comme ça. Et puis bon, au bout d'un moment, on s'entendait plus. Enfin, on n'avait plus la même façon de voir les choses. Donc, on a arrêté les échanges. Mais c'était un bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Donc ça, c'était vraiment le premier truc. Genre, j'ai eu ma première formation comme ça en 2012. Et puis je me suis lancée, en fait, fin 2012. Il y avait tout le monde autour de moi, enfin, tous les gens du milieu du cheval autour de moi qui me disaient, mais ça marchera jamais ton truc. Enfin, il y a déjà des celliers et tout. Toi, tu promeus un truc qui a rien à voir avec ce qu'on fait. Enfin, ça va pas le faire. Puis moi, j'étais là, ouais, mais en même temps, si je fais pas ça, je sais pas quoi faire de ma vie, donc je vais essayer. Donc on va y aller. Ouais, non, mais je veux dire, j'ai 2 ans de sécurité financière devant moi, donc je vais y aller, mais je vais y aller all-in, quoi. Je vais vraiment tout mettre, tout ce que je peux, tous mes efforts et tout. Et puis, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est que ça devait pas marcher. Ça marche Et je pas, crois c'est que pas si grave, je pourrais retrouver autre chose. Ouais, mais tu vois, je crois que aujourd'hui, alors peut-être que la situation, on va dire la situation globale, elle est peut-être un petit peu plus inquiétante pour beaucoup de monde, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils ont plus de difficultés à faire cette espèce d'acte de foi, tu sais, de se Mm. lancer. Moi, c'est vrai que j'en Et entends beaucoup qui souhaitent un mi-temps, par exemple, un mm, mi-temps salarié, un mi-temps entrepreneur. ouais, mais ça, c'est vraiment délicat parce qu'en fait, si tu veux vraiment que ton entreprise, elle tourne, il faut mettre un maximum d'énergie qui va concourir, enfin, toutes tes énergies qui vont aller dans le même sens. C'est très difficile de se partager. Et encore, ça marche, tu vois, si t'as pas une famille à côté, par exemple, avec 3 gamins en bas âge, tu vois, mais là, enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est que c'est vraiment très compliqué. Et ça, aujourd'hui, d'ailleurs, pour moi, c'est quelque chose que beaucoup de gens qui se forment n'étudient pas assez en amont. Tu vois, c'est des gens qui vont aller apprendre la compétence, mais qui vont pas réfléchir assez à l'avance si la compétence, ils vont pouvoir en faire quelque chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je recrute des gens en formation professionnelle, ça fait partie des choses que je regarde. J'ai peu de places de formation, donc déjà, je vais prioriser de former les gens qui ont une vraie ambition professionnelle derrière, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de saddle-fitters en France. Enfin, il n'y en a pas assez, clairement. Mais surtout, est-ce que vous avez réfléchi votre projet, ou c'est juste, ça vous a pris ce matin comme une envie de pisser, et puis demain matin, ça va être autre chose, et vous allez vouloir aller faire du point de croix, ou tu vois, enfin... Ouais, est-ce que ça vous a pris là parce que vous avez eu une engueulade hier soir avec votre chef ou Ou est-ce que c'est une vraie envie, mûrie, réfléchie, ça s'inscrit dans un projet, un processus, enfin, voilà. C'est probablement quelque chose qui est l'héritage du parcours que moi j'ai suivi, tu vois, de voir les choses de cette façon-là. Mais à mon sens, il y a beaucoup de gens qui se jettent un peu tête baissée dans l'aventure. Et même si pour moi, tout a commencé, je dirais presque que c'est un peu des forces extérieures, tu vois, qui m'ont poussé à me professionnaliser, au sens où c'est pas quelque chose que j'ai sciemment voulu faire. Mais le fait de donner le feu vert, ça m'appartenait qu'à moi, tu vois. J'aurais très bien pu dire non, quand bien même il y a plein de gens autour de moi qui me sollicitent, qui veulent mes services, mon avis, mon accompagnement, etc. J'aurais très bien pu dire non, non, je le sens pas, j'y vais pas, tu vois. Hmm. Et voilà, novembre 2012, donc ça fait vraiment là, j'ai ouvert ma première entreprise. En mode, j'y connais rien, je comprends rien, mais allons-y. Donc, ta première entreprise de saddle fitting? Ouais, ouais, ouais. C'est bien ça. Enfin, si, c'est une entreprise, mais à l'époque, c'était un statut d'auto-entrepreneur. Hmm. Qui existe toujours, qui a juste fusionné avec le Voilà. micro-entrepreneur. Et donc, j'ai eu mon premier numéro de Sirette, je crois que c'était le 8 novembre 2012. En ayant fini un mois plus tôt mon dernier job salarié avec perte et fracas. Mais je me rappelle très bien, tu vois, de la sensation que j'ai eue
Genre le lendemain du jour où j'ai créé mon auto-entreprise, c'était ah pétard. Là, ça y est, je me lève et je sais enfin pourquoi, tu vois. Je me lève le matin et ça y est, j'ai un objectif, j'ai un but dans la vie. Je sais pas du tout comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Presque à la limite, je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais juste que par contre, je suis hyper contente de le faire. Mais quitte à le faire, autant bien le faire. Donc, et si tu veux, c'était hyper intéressant, mais c'était pas forcément simple parce que bah, j'avais une formation qui me donnait quand même des clés, tu vois, enfin, management et administration d'entreprise. J'avais des clés sur de la gestion d'entreprise, mais c'était pas pour devenir entrepreneur, cette formation. C'était pour occuper des postes de chef de projet ou de chef de service ou même de manager dans des entreprises. Mais C'est pour c'était être pas au sein d'une entreprise, pas être toi l'entreprise, quoi. exactement. C'est pas, et clairement, ça m'a donné des facilités, hein, mais ça m'a quand même pas tout à fait suffi. Et puis, c'est pas le petit truc qu'ils te font faire chez Pôle emploi clairement, qui t'apprend à gérer une entreprise. Mais bon, j'étais bien inconsciente à ce moment-là. Ce qui était aussi compliqué, c'est qu'à l'époque, en France, des gens qui faisaient du saddle fitting à 100% de façon professionnelle, puis en ayant un objectif de rentabilité aussi, parce qu'il y avait justement, il n'y avait pas le mari riche derrière ou ce genre de truc. Il n'y avait pas une autre activité. Souvent, c'est vrai qu'on rencontre ça chez des personnes qui sont éleveuses ou cavaliers pro et qui font aussi autre chose à côté. Enfin, aussi cette Ah oui, activité de oui. saddle fitting à côté. Et moi, j'avais vraiment comme objectif que je puisse devenir indépendante, moi, financièrement, surtout si j'en venais à devoir me séparer de mon mec, parce que, bah voilà, on n'est jamais à l'abri de ces choses-là. Et je l'avais sous le coude à ce moment-là, et ça m'a amené une petite sécurité, mais j'avais quand même un objectif de devenir rentable et de pouvoir être indépendante financièrement assez rapidement. Et puis, il y avait ça, et puis il y avait surtout que c'était une discipline pas connue, Mm. donc alors certes, il n'y avait pas de concurrence, mais comme il n'y avait pas de concurrence, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de marché préexistant et qu'il n'y avait pas de demande parce qu'il n'y avait pas d'offre. Donc, il fallait créer tout à la fois, l'offre, la demande, etc., etc. Ouais, parce qu'il va falloir amener les gens à comprendre que le saddle fitting peut leur être utile. Ouais, complètement. Tu vois, l'un des arguments qu'on m'opposait le plus, puis qu'on m'oppose toujours encore aujourd'hui de temps en temps, alors un peu moins à moi, mais je sais qu'à certains de mes élèves qui sont installés, qui sont devenus pros, le dilemme se pose toujours, c'est ouais, mais pourquoi je paierais pour ton service alors que quand je fais venir le commercial de chez Trucmuche ou de chez Bidule, je paye pas. Mm. Ça, c'est un problème qui est structurel et qui est propre au milieu de la sellerie, c'est que effectivement, les marques de sellerie qui emploient des commerciaux, pardon, j'ai fait une faute d'orthographe à l'oral, qui emploient des commerciaux à demeure, effectivement, ils supportent tous leurs frais. Donc les mecs, ils n'ont pas d'objectif de rentabilité sur le service, enfin pas particulièrement. Et encore que, je pense que Bah, et encore que, quand tu creuses un peu Mm. dans la comptabilité des entreprises, tu te rends compte qu'il y en a, mais Mais en soi, si pendant un mois, ils ne vendent pas de sel, ils vont pas être licenciés. Ils vont quand même avoir une paye à la fin du mois. il y a ça, et puis c'est surtout que c'est des commerciaux, tu vois. C'est des gens qui sont payés pour vendre, ce qui n'est pas du tout la même chose. Enfin, toi, quand on fait appel au service d'un saddle fitter, on paye le service du saddle fitter et après, on doit en plus acheter la selle. Donc, je Ouais, comprends cet argument. Enfin, c'est un acheter la argument. selle ou acheter de quoi la faire adapter. Mm. Et en fait, il y a deux trucs, si tu veux, pour moi. C'est, d'une part, si quand tu fais venir un commercial, tu ne payes pas le service, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a rien qui est gratuit. Donc, ce que ça veut dire, c'est que paye un mec ou une nana qui va venir, qui va te faire essayer des selles avec un seul objectif qui va être de te vendre la selle. Parce que Après, le s'il prix a de un son peu service est inclus dans le prix de la selle. exactement. Donc, quand tu achètes à un commercial une selle, mettons, à 3 500 euros, ça veut dire qu'en fait, le prix du service, il est compris dans la selle. Donc, le prix de la selle, en fait, la valeur de l'objet, elle n'est pas celle que tu payes. Parce que tu payes un package, en fait. Et donc, sauf que, bah, comme ils sont malins, ils ne le disent pas. Et comme dit, rien n'est gratuit. Quand on Et oui. propose quelque chose de gratuit, c'est que ça l'est pas. Enfin, c'est que c'est inclus ailleurs. Ah, comme le dit très bien Mark Zuckerberg, hein, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui. Voilà. Et donc, du coup, moi, ça a vraiment été un de mes premiers axes de travail, ça a été de décorréler le prix du service et le prix du matériel. En disant, quand vous me faites venir, vous achetez mon objectivité, c'est même pas vous achetez mon objectivité, c'est vous payez le luxe d'avoir quelqu'un d'objectif qui va venir. Et si on peut faire quelque chose pour vous sans que ça vous coûte
le prix d'une nouvelle selle, parce que vous avez une selle où on peut, moyennant un amortisseur ou un machin ou un truc, faire en sorte que ça vous aille. Vous allez certes payer un service, mais vous rachetez rien derrière. Donc, littéralement, vous achetez au prix juste. Vous achetez une éthique. Vous achetez une démarche éthique, en fait. Vous achetez une garantie d'impartialité. Oui, absolument. Donc ça, c'est le premier point, tu vois, c'est ce côté de... Il ne faut pas se leurrer. Si le service il est gratuit, c'est qu'il est compris dans le prix du produit. Et le deuxième truc, c'est ça. C'est moi, n'étant pas salarié, je peux me permettre d'être impartial. Au sens, on n'est jamais 100% impartial. Enfin, on pourrait disserter en philosophie pendant des heures là-dessus, hein, mais on n'est jamais 100% impartial. Mais tu as un stade d'impartialité un peu plus élevé. Ouais, Sur voilà. une échelle d'impartialité, tu es un peu plus haut que le commercial qui ne vend qu'une seule marque. C'est-à-dire que, comme moi, mon service, il est facturé indépendamment, tu vois, je peux me permettre d'avoir à dire ce que j'ai à dire sans avoir la pression du chiffre, sans avoir peur de me faire engueuler par un patron, sans avoir peur de, tu vois, tout ça, quoi. Ouais, donc ton premier objectif, ça a été de faire comprendre aux gens, de leur faire accepter qu'il y avait une offre, de leur faire comprendre qu'ils avaient une demande, même s'ils ne la connaissaient pas. C'est quand même assez fort, ça, dans le marketing, de réussir à faire ça. En fait, je crois que rétrospectivement, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que quand je suis allée à Equitalion et que j'ai vu tous les celliers, tu vois, je me suis dit, OK, les professionnels du milieu, donc ceux qui créent l'offre, ils sont pas capables de répondre à la demande, et on va changer la demande pour les forcer à changer leur offre. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis restée sur une communication très grand public, avec un blog, tu vois, j'aurais pu tout à fait choisir de me professionnaliser et d'aller chercher tout de suite à travailler, ce que je cherche plutôt aujourd'hui d'ailleurs, à savoir aller travailler en B2B et aller être force de conseil pour de la conception, pour de la formation, de la commercialisation. Tu vois, ça maintenant, aujourd'hui, je pense que les celliers, ils sont beaucoup plus disposés à entendre ça. Ouais, mais avant, il fallait que tu passes par la base, qui étaient les cavaliers. Alors, je fais juste une petite traduction. B2B, c'est business to business. Donc, c'est quand deux professionnels travaillent entre eux. Et sinon, c'est B2C, business to customer. Donc, tu es passé par le B2C pour aller atteindre le B2B. Pour aller atteindre, tu es passé par le cavalier, par le client, pour aller atteindre le professionnel. Exactement. Parce que la communication directe vers le professionnel, ça passait pas. Donc ça, c'est quand même un sacré tour de force que tu as réussi. Et ton moteur là-dedans, c'était quoi? Quelle était ta volonté de faire changer les choses? Ouais, complètement. En fait, je trouvais que pour moi, c'était travailler sur la consommation du matériel d'équitation parce que je la trouvais débile, tu vois. Le fait d'acheter quelque chose sans savoir ce que tu achètes et pourquoi tu l'achètes et à quoi ça va te servir et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur toi et sur ton cheval et sur ton équitation. En fait, non, réfléchis à ce que tu fais. Réfléchis à ton acte d'achat, fais-le bien. Et quand tu le fais, fais-toi encadrer par quelqu'un qui sait. Et l'objectif qu'il y a derrière ça, c'est le développement durable au sens très, très large du terme, au sens vraiment sustainability, tu vois. C'est le cheval à long terme, ça va aller parce qu'il n'aura pas de problème de dos. Le cavalier à long terme, ça va aller parce que physiquement, son matériel ne va pas lui créer de problème. Il n'aura pas de problème de dos non plus. Ouais, de dos, de fesses, d'ichon, tu vois, de ce que tu veux. C'est pas forcément du bien-être au sens, tu vois, massage au galet chauffé, tu vois. C'est pas du bien-être dans l'instant. C'est vraiment quelque chose de, je veux respecter le vivant. Le vivant, que ce soit au-dessus de la selle ou en dessous de la selle, mais c'est à l'objet de s'adapter au vivant. C'est pas au vivant de s'adapter à l'objet, tu vois. Et en même temps, d'aller chercher justement des fabricants qui réfléchissent à l'ergonomie de leur matériel, qui réfléchissent à leur conception, qui réfléchissent à ce qu'ils utilisent comme type de matériaux. Il y a un truc qui me gonfle profondément, c'est les gens qui disent « Ouais, mon cheval, il a changé, donc il faut que je change de selle. » Mais non, on change pas de selle. Sauf si le changement, il est trop drastique, tu vois. Mais non, on change pas de selle, en fait. Juste, qu'est-ce qu'on peut faire pour que toi, ta selle que tu as aujourd'hui, elle continue d'aller? Moi, j'ai souvent des clients, je touche les dos des chevaux, donc je remarque qu'il y a des problèmes de dos. Donc, je demande souvent si la selle a été adaptée. Et c'est vrai que souvent, on me dit, on me sort l'argument, non, j'ai pas appelé le saddle fitter parce que j'ai pas les moyens de me racheter une selle. Et je dis, oui, mais en fait, appeler le saddle fitter ne veut pas dire racheter une selle. Appeler le saddle fitter, après, tu peux lui mettre tes exigences et voir si tes exigences, ça match. Il y a des allers-retours à faire. Complètement. En fait, le saddle fitting, c'est ni plus ni moins que du consulting spécialisé. Tu vois, quand j'explique mon métier à
à des profanes, à des gens qui connaissent pas du tout le milieu du cheval. Je leur dis que je suis personal shopper. Ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est ça, en fait. Si je suis quelque part entre le personal shopper et le garagiste, tu vois. C'est-à-dire que je fais du réglage, je fais de la mécanique et en même temps, je fais du conseil en morphologie, tu vois, un peu Christina Cordula et tout. Oh oui. Qu'est-ce qui te va? C'était ta morphologie en H, en triangle. Ouais, c'est ça. Si t'as un grand Ben, oui, garrot, si ma t'as pas de chérie, tu vois. garrot. Ouais, donc ça a été Donc, ton... Ça a été donc la première bah, entreprise que tu as créée, quoi, le conseil en saddle fitting. ouais, C'est par là que tu as c'est débuté. ça. Et puis, je me suis dit, je vais commencer vraiment sur l'individuel. Bah, parce que tu vois, moi, je suis issue d'une formation universitaire et ce qu'on m'a toujours inculqué, et ce que moi, j'inculque d'ailleurs en formation aujourd'hui, c'est en gros, il faut acquérir la méthodologie, il faut acquérir les outils pour construire son système de pensée et de fonctionnement. Mais après, c'est comme si tu avais construit une bibliothèque et tous les cas que tu rencontrais, c'était comme des bouquins, tu vois, que tu venais ranger dans ta bibliothèque. Et chaque cas de figure que tu rencontres, c'est un nouveau bouquin. Et en fait, plus ta bibliothèque, elle grossit, plus tu as d'expérience, plus tu as de capacité à mettre en relief et à organiser tes connaissances et tes compétences pour justement toujours faire évoluer ton système. Et c'est pour ça que depuis que j'ai commencé, tu vois, je fais à peu près une formation par an dans des domaines très variés. Ça peut être la posture du cavalier, ça peut être la thérapie manuelle pour le cheval, ça peut être des trucs complètement rien à voir comme ce que je fais en ce moment, à savoir du coaching business, tu vois. Enfin, apprendre, moi, les outils du coach business pour accompagner mes futurs clients de formation. Pas moi me faire coacher en business, même si du coup, dans le processus, forcément, je l'ai fait. Je mets en application tout de suite. C'est-à-dire que toutes les compétences théoriques que j'apprends, je vais les mettre à l'épreuve du terrain et je remets en question systématiquement tout ce que j'apprends pour faire évoluer. Et c'est un peu le problème aussi, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont consommer de la formation puis qui vont jamais rien en faire. Ce qui Donc, est quand même vraiment dommage de consommer de la formation, enfin, et après de ne pas réussir à, pour souvent X ou Y très très bonnes raisons, mais de ne pas réussir à en faire quelque chose et de ne pas réussir à aller au bout de cette formation. Et le bout de la formation, il s'arrête pas le jour où on nous remet le diplôme, il s'arrête jamais en fait. Le bout de la c'est ça. formation, ça va être de le compléter, ça va être comme tu dis, de l'éprouver face au terrain. Ah ouais, complètement. Il y a des trucs que j'ai appris dans des formations que j'ai pu faire au fur et à mesure des années, qui sont même parfois des trucs qui ont été confirmés par des études scientifiques, hein, tu vois, mais en fait, qui marchent pas à l'épreuve du terrain. C'est garder cet esprit critique de se dire à chaque fois, ce que je fais, je le teste, je le mets en application, et puis voilà. Un cheval en entier, c'est un système. Tu peux pas extraire un paramètre du système, tu vois. C'est OK, il y a ça, mais il y a aussi ça, ça et ça te pondère en fait tes conditions. Donc voilà, donc en fait, mon intention en 10 ans de carrière dans ce milieu, elle a jamais changé. Ma vision globale sur mon rôle et sur mon apport, elle n'a pas évolué. C'est en travaillant sur les habitudes de consommation du cavalier et maintenant un peu de plus en plus sur les habitudes et les techniques de production et de commercialisation des professionnels, faire en sorte d'aller vers un équipement qui permette une équitation toujours plus durable et toujours plus respectueuse de l'intégrité physique du cheval et du cavalier. Donc ta vision, Et intégrité physique, mentale et financière aussi, d'ailleurs, pour le cavalier. donc la vision que tu avais eue le premier jour en tant qu'auto-entrepreneuse, en te levant le matin, en étant motivée, ça tu l'as gardé et après tu as affiné ton comment tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Puis je l'ai prise par plein d'aspects différents, si tu veux. Mm. Donc justement, le premier aspect, donc c'est le conseil en individuel. Et par quel autre Ouais. aspect t'es passé? Est-ce qu'il y a eu il y a eu des virages dans ton entreprise? Et pour quelles raisons Ah, il tu y en a les eu as plein. fait? Il y a eu plein de virages. Alors, le premier truc, et qui a émergé, mais de façon concomitante avec le conseil, donc dernier trimestre 2012, ça a été le fait d'organiser des stages. Et encore une fois, c'est pas moi qui ai proposé, on est venu me chercher. D'accord, donc tu avais lancé C'est-à-dire tes que, consultations individuelles et en même temps, il y a eu des demandes pour des stages pour que les cavaliers apprennent, c'est ça? ouais, je crois que j'avais même pas encore lancé mes consultes quand j'ai fait le premier stage. D'accord. Il y a un groupe de cavaliers, c'était des cavaliers enfin des cavalières surtout, de la région de Montpellier, qui m'avaient écrit en me disant ah, on adore ce que tu fais, est-ce que tu viendrais pas nous faire un week-end de présentation sur la selle et la façon dont ça peut impacter le couple cavalier-cheval. Et moi, j'étais là genre, bah ouais, ok.
Bah, moi, j'ai mon numéro SIRET depuis un mois, donc c'est bon, je peux venir. Je crois que j'avais même pas de sirette encore. J'aurais dit, bah, je vous ferai la facture quand j'aurai lancé mon auto-entreprise. Et en fait, j'y suis. Enfin, si tu veux, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que je réponds aux opportunités. On me propose un truc, et puis, bon, si ça me dit pas, j'y vais pas, tu vois. Mais si ça me parle, même si je sais pas comment faire, je me dis, bah, j'y vais, et puis je vais improviser, et puis on verra bien comment ça se passe, tu vois. Allez, bonsaï. Et donc, du coup, ça a été le deuxième truc que j'ai fait, et j'en ai fait vraiment un paquet. Des stages où je partais un week-end entier pour rencontrer des cavaliers qui étaient en plus souvent dans des régions où il n'y avait pas de professionnels et qui, du coup, voulaient commencer à se former un petit peu pour avoir un peu d'autonomie. Puis dans ces stages, j'avais aussi énormément de professionnels du monde équestre qui ne voulaient pas forcément faire le même métier que moi. Mais tu vois, toi, tu le disais tout à l'heure, en tant que praticienne shiatsu, tu rencontres souvent des chevaux qui ont des dos qui sont abîmés par les selles. Et ben justement, voilà, j'avais beaucoup de praticiens shiatsu, d'ostéopathes et tout qui venaient me voir, mais qui voulaient avoir des outils d'analyse supplémentaires pour mieux traiter leurs patients, pour mieux comprendre ce qui se passait. Pourquoi est-ce que tu as telle lésion qui se représente de façon systématique alors que toi, en tant que praticienne shiatsu, tu fais ton job et puis tu fais disparaître le problème et puis ça revient, tu vois, de façon Oui, chronique. ou de savoir faire la part des choses. Qu'est-ce qui est un problème de circulation d'énergie dans les méridiens? Qu'est-ce qui est un problème de la selle? Ça sert à rien de dire, bah, votre cheval, il a un problème au poumon. Bah non, en fait, il a une arcade de garrot qui est trop serrée. Par Ça, exemple, hein, ça peut être de ça peut être savoir ça. ça et de savoir décorréler et de savoir dire, bah, pour qu'après on aille plus loin, il va falloir que vous fassiez venir quelqu'un pour votre selle et que votre selle, elle aille, parce que votre selle bloquera toute la suite du processus. Mm, ça peut être ça. Et puis donc ça, il y a eu les consultations, il y a eu le développement des stages, et puis après, en fait, très rapidement en consultation, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de cavaliers qui me faisaient venir pour avoir du conseil, mais qui s'attendaient aussi à ce que je leur propose des solutions matérielles. Donc des selles, des sangles, etc., etc. Et là, je me suis dit, bah merde, alors là, pour le coup, le côté commercial au sens de vendre des trucs, ça me plaît pas du tout. D'accord. J'aime pas ça. Tu vois, je voulais pas ouvrir des comptes chez des fournisseurs et tout ça. Mais Tu voulais pas avoir 32 selles dans ton 32 selles de différents fournisseurs dans ton coffre. non, ça m'amusait pas du tout ça. Mais je me suis retrouvée un peu contrainte à le faire. Et puis en même temps, je me suis dit, mais si je veux expérimenter le métier sous toutes ses formes, il faut quand même que je le fasse. Et donc là, encore une fois, j'ai ce truc d'avoir des opportunités qui se présentent. Et pour moi, enfin, la question des opportunités qui se présentent, c'est peut-être un peu ésotérique ce que je vais dire, mais quand tu es là où tu dois être au moment où tu dois l'être, en général, tu n'as rien à faire, ça vient tout seul, ça tombe tout seul, tu vois. Il faut faire des efforts pour mettre le truc en place, mais les opportunités, elles arrivaient. Donc, en l'occurrence, j'ai eu 2 opportunités de travailler, d'une part avec une sellerie multimarque et d'autre part avec un fabricant de sel haut de gamme qui était OK pour œuvrer dans le même sens que moi à développer tout ça. Qui était OK pour œuvrer pour que leur selle aussi soit plus adaptée aux chevaux, ou plus adaptable aux chevaux. Ouais, mais là, on était vraiment dans de la distribution commerciale. On n'était pas Mhm. encore vraiment sur de la conception et ce genre de trucs, D'accord. hein. Mais c'était vraiment, bon, bah voilà, toi, tu as un bassin de clientèle qui veulent acheter des selles, nous, on a des selles à vendre. Toi, tu te retrouves à l'interface entre les deux, bah voilà. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, ok, c'est pas le truc que je préfère faire de ma life. Donc, du coup, franchement, quand je perdais des ventes de selles, en gros, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre, comme dirait Jacques Chirac, ce qui est une expression très très élégante, n'est-ce pas? Mais littéralement, comme c'était pas ce qui m'animait, parce que moi, ce qui m'animait, c'était simplement de faire en sorte que les gens et les chevaux soient bien. Je dis, ah bah ok, j'ai des solutions à proposer, si vous en voulez pas, ça va pas m'empêcher de dormir. Et sauf que le problème, c'est qu'encore une fois, je me suis rendu compte que quand tu fais les choses vraiment avec ton cœur et de façon, c'est pas désintéressé, parce que je pense que on est humain, y a rien qui est jamais désintéressé, rien n'est jamais gratuit, encore une fois. Mais quand tu fais les choses vraiment avec ton cœur et de façon alignée sur tes valeurs et en phase avec la demande de tes clients et tout, c'est pareil, ça se fait très bien. Et donc, ça m'a permis, au bout d'1 an, même pas, non seulement d'être rentable, mais de commencer à péter les plafonds de la franchise de TVA en auto-entreprise. Chose que je n'avais pas du tout anticipée. C'est-à-dire que les 2 premières années, j'ai réussi à faire un peu des gymnastiques où je me faisais verser les commissions des ventes de sel après la fin de l'année Au fiscale. 1er janvier. Voilà, je faisais des reports comme ça, puis au bout d'un moment, tu peux plus reporter, quoi. Quand ton report, c'est 1/3 du chiffre d'affaires annuel qu'on te propose, t'es là genre,
En fait, ça va pas le faire. Parce que si au 5 janvier, j'ai déjà fait le tiers de mon chiffre d'affaires annuel, mais que On va pas y arriver. mon carnet de commandes, il est plein à 3 mois, on va avoir un problème. Soit je ne travaille plus que 3 mois dans l'année, soit... Ce qu'aurait clairement pu être un choix de ma part, hein. Sauf que à ce moment-là, il s'est passé un truc, c'est que je me suis séparée de mon ex. Donc là, je me suis retrouvée toute seule. Enfin, toute seule, pas vraiment, parce que je me suis retrouvée à vivre pendant 1 an et demi en colocation. Ouais, mais tu perds ce filet de sécurité. Même si le filet de sécurité, si tu pétais les plafonds de TVA, il servait plus à rien, Mm. tu perds quand même le filet de sécurité et plus que ça. C'est ça. Et là, je me suis dit, bon, ok, ça fait 2 ans et demi que on est au printemps 2014, tu vois, donc ça fait novembre 2012, printemps 2014, ça fait 18 mois que j'ai commencé et que je suis... Mais j'étais déjà, après 1 an et demi d'exercice, je crois que j'avais quelque chose comme 2 mois de délai pour avoir un rendez-vous avec moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me déplaçais énormément. J'allais très loin, trop loin. Enfin, littéralement, je me suis cramée, hein. Je travaillais beaucoup trop. Mais j'étais tellement passionnée et j'étais tellement contente, tu vois, de rencontrer des nouvelles personnes et d'avoir des nouvelles opportunités et tout. Enfin, Tu en t'es pas fait, rendu compte que tu te cramais. ouais, non, parce que j'étais juste contente, tu vois. J'étais là genre, trop bien. Sauf que ça a commencé à être le bordel dans ma vie perso. Ce bordel-là, d'ailleurs, si tes auditeurs sont intéressés, j'ai écrit un livre pour le raconter Mm. parce que je suis tombée sur une aventure complètement rocambolesque. Mais donc, ça a commencé à être le bordel dans ma vie perso. Au niveau Ah, pro, j'étais sursollicitée de partout. J'étais contente, mais en même temps, je perdais complètement le contrôle. Et j'aimais ça, tu vois, j'aimais cette adrénaline et tout. Et rétrospectivement, je sais que j'en ai payé le prix là encore, tu vois. Genre, au printemps 2015, il y a un cheval en consultation qui m'a marché sur le pied et j'ai eu une fracture du pied. Puis à un endroit où quand bien même j'aurais eu des chaussures de sécurité, ça aurait cassé quand même. Et bizarrement, c'était le pied de l'accélérateur, tu vois. Je me mm. suis dit, la symbolique, elle est quand même assez forte là-dessus. Moi, je me pose toujours la question quand j'ai un cheval qui me marche sur le pied ou que j'ai un cheval qui me mord le doigt. C'est Ouais. des grosses remises en question, c'est où tu dis, oh, ok, je suis peut-être pas sur le Ouais. bon chemin. Est-ce que c'est de la coïncidence ou est-ce qu'on cherche à me dire quelque chose? Voilà, comme dit, on part sur de l'ésotérisme, mais quand moi je me blesse à un doigt, je me dis, ok, il y a peut-être quelque chose à refaire là. Complètement. Mais donc, du coup, là, 2015, j'ai fait ma première, en tant qu'entrepreneuse, j'ai pris ma première grosse décision stratégique qui a été de changer de statut. En fait, je suis restée en auto-entreprise, mais j'ai basculé sous un statut un peu particulier, qui est le statut de l'agent commercial. D'accord. Donc, l'agent commercial, tu as quand même enfin, tu cotises plus aux mêmes OPCO, tu fais plus... Enfin, c'est des conditions de travail un peu différentes, même si dans mon quotidien, ça n'a rien changé, hein. Mais donc, voilà, j'ai fait ma première expérience de sortir ma TVA tous les mois. Enfin, voilà, j'ai eu tout ça. Et puis, c'est l'année aussi où je me suis cassé le pied, tu vois. Donc, j'ai fait mes premières expériences d'arrêt maladie avec le RSI à l'époque, ce qui a été un moment d'absurde complet, je dirais. Je me suis dit, ces gens sont fous, mais fous alliés. Ça a été sur le moment, c'était pas drôle, mais en fait, rétrospectivement, c'est très drôle. Et puis vraiment, c'était en train d'exploser, tu vois, à l'époque. Donc, je travaillais avec cette marque de sel qui avait un stand tous les ans à Equitalion. Donc, c'était drôle, tu vois, parce que tout a commencé à Equitalion. Et quelques années plus tard, ça a basculé. Je suis passée de l'autre côté du rideau, tu vois. C'est moi Tu qui reviens expose. avec Italian. Ouais. Et c'est moi qui expose et c'est moi qui reviens en plus avec les questions que j'avais à l'époque, enfin, quelques années plus tôt, 6 ans plus tôt. Et il y avait un petit côté revanche, tu vois, genre, je les regardais, les autres, là, puis je leur disais, hey, il y a quelques années, vous m'avez prise pour une guignole et maintenant... Et c'était assez fun. Mais là, vraiment, ça a explosé littéralement parce que les gens, ils venaient au stand de la marque, pas pour la marque, ils venaient parce qu'ils savaient que j'étais là et ils venaient me voir, tu vois. Il venait pour Eugénie Cotreau. Ouais, Il venait pour saddlefitting.fr. Je crois que ton blog s'appelait comme ça. c'est ça. Et encore une fois, c'était vraiment grisant. Tu vois, pareil, la notoriété, c'est pas du tout un truc que j'ai recherché. Mais elle est arrivée, et puis elle est arrivée. Alors au début, justement, c'est grisant, et puis après, c'est flippant. Franchement, ça peut Mm. devenir flippant parce que tu perds le contrôle, tu perds les pédales. Et puis en fait, donc il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que j'ai tout envoyé péter. Alors que concrètement, je serais restée en Rhône-Alpes. Enfin, ma carrière, elle était toute tracée, quoi. J'étais sur des rails et tout. Mais donc, j'avais rencontré un nouveau mec. Et comme il était d'une région différente de la mienne, mais qu'il avait des enfants, pour qu'il puisse garder le lien avec ses enfants, j'ai changé de région. Donc, début 2016,
je recommence tout à zéro. Et je vais m'implanter dans une région où je suis allée une fois 3 jours dans toute ma vie. Très honnêtement, pour moi, c'était pas un énorme risque puisque ma réputation me précédait. Oui, et que comme tu disais, tu te déplaçais déjà beaucoup. Enfin, ton modèle d'entreprise était basé en partie sur tes grands déplacements. Mm, c'est ça. Donc, ça a été assez difficile, tu vois, de quitter mes clients de Rhône-Alpes que j'aimais bien. Enfin, il y en a avec qui vraiment j'avais tissé des gros liens d'amitié et il y avait des partenariats de confiance qui s'est établis. Enfin, c'était vraiment cool, mais le métier que je fais, ça reste quand même, même si je peux me déplacer loin occasionnellement, ça reste quand même un métier de proximité, tu vois, c'est un métier de service. C'est un métier qui implique d'avoir la possibilité d'aller dans des délais assez courts et assez rapidement chez tes clients. Concrètement, normalement, on ne devrait pas faire des déplacements au-delà d'1 heure et demie, tu vois. Ou alors, c'est des tournées régulières qui sont loin. Mais si vraiment tu veux pouvoir apporter le niveau de qualité de service à 1 heure et demie de chez toi, normalement, il ne faut pas aller plus loin, quoi. Et après, tu as cette durée aussi entre le moment où on te contacte et le moment où on peut avoir un rendez-vous. Ça sert à Il y rien a d'avoir des ça. clients où quand tu leur dis, bah oui, mes prochains rendez-vous, c'est dans 6 mois. Oui, mais mon cheval, la selle, elle va pas. C'est ça. Donc, je peux pas attendre 6 mois. Enfin, je fais quoi? Je laisse le cheval pendant 6 mois à l'arrêt parce que ma selle va pas? C'est ça. Enfin voilà, pour moi, c'est. Non, non. Pour moi, dans les qualités d'un bon professionnel, il y a la réactivité. Et Mhm. voilà, ça commençait à me peser, de me dire, bon, bah, il y a des clients que je suis allée voir. J'ai accepté de faire des tournées hyper loin, tu vois. Genre, je me rappelle, je suis allée genre en Bourgogne ou je suis allée à Nice. Enfin, j'allais à 4-5 heures de chez moi, mais j'étais pas réactive. S'il y avait le moindre problème, bah, c'était pour ma pomme parce que j'avais accepté. Donc, et puis, tu sais, t'as beau dire aux gens, ouais, mais en fait, je vais venir une fois, mais par contre, je sais pas quand je pourrai revenir la fois d'après. Et puis, ils disent, non, non, mais viens, viens, viens. Et puis après, bah, ça finit toujours par te retomber sur le coin du nez s'il y a un problème, quoi. Donc, c'est aussi une discipline, tu vois, d'apprendre à dire non et Mm. d'apprendre à poser les limites de ton business et de dire, en fait, ça, je peux faire, mais ça, je peux pas faire. Et quand bien même, c'est pas une urgence vétérinaire, tu vois, si la selle, elle va pas, ton cheval, il est pas à l'article de la mort dans les 3 jours. Non. Mais quand bien même tu commences à tisser des partenariats avec des cavaliers pros qui ont des grosses échéances et qui sont à 6 heures de route de chez toi et 2 semaines avant le concours, il y a un problème et il faut absolument revoir la selle, sauf que toi, ton agenda, il est déjà plein à 2 mois, là, enfin, genre, l'équation, elle est insoluble. Et donc, Ouais, du donc, coup, ça a été aussi, au fil des années, un apprentissage de l'organisation. ouais, de savoir, ne serait-ce que de gérer une tournée à 5 heures de route, de Bah ouais. savoir dire non, de savoir dire je vais arrêter ces tournées. Ouais, complètement. Et donc, du coup, quelque part, tu vois, le fait d'avoir tout cassé comme ça, fin 2015, début 2016, donc ça faisait 3 ans et demi que j'étais professionnelle. C'était frais encore. Ça m'a permis d'avoir une respiration. J'ai bazardé mon statut d'agent commercial parce que je me suis dit, bon, là, je suis à la TVA et tout, mais en fait, il faut que je me remette en franchise de TVA parce que je ne sais pas comment ça va évoluer dans la première année où je vais être dans cette région où je connais personne. Un des deux partenaires commerciaux que j'avais, bah, eux, c'était une sellerie qui était basée à Valence, tu vois, donc je perdais la proximité avec eux, donc ça devenait compliqué de bosser avec eux. Donc j'ai commencé à réinventer un petit peu mon métier et à le remettre en perspective, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important quand tu es entrepreneur, c'est de faire évoluer tes compétences et de t'enrichir sur le niveau de connaissance que tu peux avoir et que tu peux apporter à tes clients. Pour Mais toujours c'est fournir aussi de la qualité. Ouais, et puis bah, d'être au fait de ce qui se pratique, tu vois. Mm. Mais c'est aussi hyper important en tant qu'entrepreneur d'avoir des moments de pause comme ça où tu vas prendre un pas de recul et tu vas considérer ton entreprise, tu vas faire un état des lieux, tu vas regarder un peu tes process, tu vois, comment ta communication elle fonctionne, comment ta prescription elle fonctionne, avec qui tu dois renforcer les liens, avec qui au contraire, bah, c'est un peu du bois mort, ça sert pas à grand chose de cultiver ces relations-là, donc tu élagues. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta rentabilité, que ce soit en termes de temps ou en termes financiers? Et donc, voilà, 2016, il y a ça qui, tu vois, il y a ça qui se passe. Et ça a été salutaire parce que tout cet engrenage un peu effréné dans lequel j'étais pris, ça a amené un temps de respiration et je pense que ça m'a aussi permis de ne pas péter un plomb. C'est pas faire un burn-out de l'entrepreneur dont on entend un petit peu plus parler, mais pas beaucoup quand même. Bah, et puis c'est même pas, enfin, tu sais, c'est pas un burn-out au sens de la dépression, c'est un burn-out au sens où tu es tellement content que tu crames les chandelles par les deux bouts et que au bout d'un moment, bah, t'as plus rien dans le sac et tu es comme ça, enfin, Et bon, il se passe rien. Ton cerveau, il fonctionne plus et tout, et
Je pense que j'en étais pas loin, tu vois. Mais cet événement-là s'est produit et j'ai pris cette décision. Puis j'ai vraiment pris cette décision. J'étais folle amoureuse, quoi. Donc bon. Donc dans ton cerveau, dans ton cœur, c'était la bonne décision. Ouais, ouais. Et de fait, je me suis débrouillée pour que ça coïncide entre le pro et le perso, tu vois, Mm. que l'opportunité perso se transforme en opportunité professionnelle. Mais encore une fois, ça m'avait demandé de l'anticipation. C'est-à-dire que je ne suis pas partie du jour au lendemain, en réalité. Cette relation, elle avait commencé à l'été 2014. Donc, tu vois, il s'est passé 1 an et demi quand même. 1 an et demi pendant lesquels j'ai planifié, pendant lesquels j'ai organisé, pendant lesquels j'ai réfléchi. Comment tu vas le faire? Comment... C'est ça. Je suis pas partie du jour au lendemain, hein, sur un coup de tête, pas du tout. Même si dans ma vie, tu vois, les opportunités, quand elles se présentent, je les saisis tout de suite et ça peut ressembler à des coups de tête. En général, quand il y a une opportunité qui arrive, c'est toujours le fruit d'un travail et d'une préparation et d'une maturation, tu vois, de quelque chose qui s'est passé, qui s'est passé vraiment en profondeur et puis tu sais, qui a émergé progressivement vers la surface comme ça. Et puis en fait, donc là, 2016, tu sais, je me pose un peu, je respire un peu. Et puis, j'ai commencé à travailler un petit peu différemment. J'avais de plus en plus de cavaliers professionnels, de gérants d'écurie qui venaient vers moi. Tu vois, j'avais toujours beaucoup de particuliers, mais j'avais de plus en plus de professionnels. Et j'ai commencé aussi, à cette époque-là, à avoir des gens, des professionnels de la sellerie, qui s'intéressaient à mon travail. Et pas uniquement les gens dont je revendais le matos, mais des commerciaux de sellerie avec qui j'avais travaillé, tu vois, parce que j'essaye, quand il y a, je sais pas, tu as une minette qui a acheté une selle chez, je sais rien, chez Meyer ou chez Devoucou ou un truc comme ça, j'essaye toujours de faire en sorte, si je vois que c'est possible, de préserver le travail qui a été fait par le professionnel en amont et d'essayer de discuter avec la personne qui a fait ou vendu la selle pour voir ce qui est possible de faire, est-ce qu'on peut réadapter et tout. Toujours dans cette idée de développement durable, tu vois, de dire attends, on a une selle qui va quand même à 70%, est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que de bazarder une selle qui va bien à 70%, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte de trouver une solution pour fitter les 30% restants et faire en sorte que ce soit nickel, quoi. Mm. Oui, donc là, tu avais eu des discussions quand même avec des commerciaux de certaines marques. Ouais. Et autant j'ai jamais distribué de marque française parce que dans ma technique de travail, elles ne me permettent pas de faire ce que je veux. Autant, bon, il y a des selles, que ce soit des selles françaises ou allemandes, qui sont très mal conçues et avec lesquelles je travaillerai jamais parce que je vois pas comment ça peut décemment aller sur un cheval ou sous les fesses d'un cavalier. Mais j'ai toujours cherché à ouvrir le dialogue, tu vois. Donc là, ça commençait à porter ses fruits. Et là, ça commençait à travailler, tu sais, un peu comme une tâche qui s'exécute en arrière-plan sur ton ordinateur, tu vois. J'y touchais pas spécialement, mais ça progressait de son côté, ça moulinait. Courant 2016, je reçois plusieurs demandes de plusieurs personnes, soit des gens avec qui j'avais bossé en Rhône-Alpes et qui se retrouvaient un peu le bec dans l'eau parce que j'étais plus là et ils avaient plus de saddlefitter à recommander, ou alors des commerciaux justement avec qui j'avais travaillé qui étaient intéressés pour apprendre mes techniques. Enfin, j'ai commencé encore une fois à avoir une nouvelle opportunité qui émergeait. Et je La me suis tâche de fond, elle commençait à arriver vers le 100%. Donc, Elle plouk, remontait plouk, vers plouk. la surface. Comme ça. Et début 2017, je crois que c'était au mois de mars, le premier module qu'on l'a fait. Début 2017, j'ai proposé mon premier module de formation professionnelle pour un groupe de, je ne sais plus, j'avais 5 personnes, je crois. Donc, dans le but de former des personnes à devenir saddlefitters. Ouais, en fait, la première promo, c'était pas tant pour les former à devenir saddlefitter que de voir si j'étais capable de transmettre mes techniques à des professionnels et de voir si le système de réflexion que j'avais construit, parce que moi, en fait, j'ai pas fait qu'une seule formation en saddle fitting, en réalité, je crois que j'en ai fait 6 ou 7 différentes. Ouais, donc Et donc, réussir à faire ce changement de je suis pro et je suis compétente en tant que pro à je vais former des pros compétents. Est-ce ouais, que tu es exactement. capable de le faire et comment on fait ce Exactement. changement? Et puis, c'était vraiment, encore une fois, tu vois, je répondais à une opportunité. J'ai pas du tout cherché à le faire, quoi. J'étais pas proactive dans cette démarche. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça parce que je pouvais faire ce que je faisais en stage sur les week-ends, qui restait quand même ce que je kiffais le plus, hein. Parce que le commercial, ça faisait 3 4 ans que j'en faisais, j'aimais toujours pas ça, hein. Enfin, j'étais contente de le faire sur le moment parce que j'étais contente de pouvoir apporter une solution et d'aider les gens, mais C'est pas ce qui te voilà. faisait vibrer, quoi. Non, non, clairement pas. Et donc là, je me suis retrouvée, en fait, des 48 heures que j'avais pour synthétiser mon truc, à pouvoir développer sur 3 semaines. Et Waouh! là, j'étais, waouh, trop bien, ça va être génial. Et donc, en fait, bah, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode.
Oui, je sais, je t'ai coupé avec un gros teaser. Dans cet épisode, tu as donc vu toute la partie développement de l'entreprise individuelle d'Eugénie avant qu'elle ne devienne ergonomie équestre. Et justement, dans le prochain épisode, on parlera de la partie ergonomie équestre et du développement et des rebondissements qu'il y a eu dans la partie ergonomie équestre, dans la partie entreprise qui n'est plus individuelle, qui a plusieurs partenariats, qui a plusieurs salariés, etc. Je te dis à très bientôt pour la seconde partie de cet épisode et tu peux nous retrouver dès maintenant sur le compte Instagram murmure.animal.shiatsu. À très vite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure Équin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmure Équin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!